et la climatisation tournait toujours à plein régime. Gideon descendit sa vitre en actionnant la manivelle. Le brouhaha des talkie-walkie et des ordres qui fusaient de toutes parts emplit alors la voiture. 2 hommes, en uniforme bleu, la longèrent en courant, puis un flic cria des instructions dans sa radio, alors que des sirènes mugissaient de tous côtés. Le grésillement acide d'un mégaphone résonna dans l'air poisseux. « Sortez, en gardant les mains bien en vue !» La rumeur de la foule se tut comme par enchantement. « Vous êtes cernés, vous ne pouvez plus vous échapper. Relâchez votre otage avant qu'il ne soit trop tard, et sortez !» Gideon écarquilla les yeux dans le silence retrouvé. Tous les regards étaient braqués sur la porte du bâtiment. « Votre femme est ici, elle voudrait vous parler. » Le haut-parleur du mégaphone grésilla de plus belle lorsqu'un sanglot amplifié troua l'air, étrange et grotesque. « Melvin ? Melvin ?» Gideon se pétrifia. Il était en plein cauchemar. Il ouvrit sa portière et descendit de la voiture, immédiatement enveloppé d'une vague de chaleur. « Melvin, je t'en prie, sors. Personne ne te fera de mal. Je te le promets, libère cet homme. » La voix lui semblait étrangère, mais le doute n'était plus permis. Il s'agissait bien de sa mère. Le petit garçon fendit la foule des policiers et des militaires, mais personne ne lui prêta attention. Il s'approcha du premier barrage et posa machinalement la main sur le gros rondin de bois peint en bleu, scrutant le bâtiment emprisonné dans une gangue de chaleur qui figeait les feuilles sur les branches des chênes et donnait au ciel immaculé une teinte presque blanche. « Melvin, si tu libères cet homme, ils accepteront de t'écouter. » Un silence interminable répondit à la mère de Gideon. Puis, la silhouette d'un inconnu replet, vêtu d'un costume, franchit le seuil du bâtiment. Il observa les alentours d'un air hébété avant de courir vers les barrières de bois sur ses jambes courtaudes. 4 policiers coiffés de casques se précipitèrent, l'arme au poing, et happèrent l'inconnu qu'ils abritèrent derrière une camionnette. Gideon passa alors sous le barrage et s'avança au milieu des flics en civil et des agents en uniforme équipés de talkie-walkie, trop occupés à observer le bâtiment pour remarquer son manège. Au même instant, une petite voix s'éleva de l'entrée. « Il faut une enquête !» La voix de son père. Gideon s'immobilisa, la gorge nouée. « J'exige une enquête ! 26 personnes sont mortes. » Le mégaphone crachota et une voix d'homme sortit du haut-parleur. « N'ayez crainte, professeur Crew, nous ferons le nécessaire. En attendant, je vais vous demander de sortir les mains en l'air. C'est compris ? Je vous demande de vous rendre. »« Vous ne m'avez pas écouté, » reprit le père de Gideon d'une voix tremblante, presque enfantine. « Des gens sont morts et rien n'a été fait. Promettez-moi qu'il y aura une enquête. »« Je vous le promets. » Gideon atteignit le second barrage. Il se trouvait assez proche à présent pour remarquer que la porte du bâtiment était entr'ouverte. La chaleur lui donnait mal à la tête, et il avait dans la bouche une odeur métallique désagréable. Le battant s'écarta, et le garçon vit s'encadrer dans le rectangle sombre de la porte la silhouette de son père, minuscule, au centre de la façade majestueuse de briques. Il avança d'un pas en levant les mains, paume en avant, la cravate de travers. Son costume était tout fripé, et des mèches de cheveux barraient son front. « N'allez pas plus loin !» lui ordonna la voix. « Arrêtez-vous !» Melvin Crew obtempéra, ébloui par le soleil. Puis, des coups de feu éclatèrent, si rapprochés qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait de simples pétards, et il se trouva projeté en arrière, aussitôt avalé par le trou noir de la porte. « Papa !» hurla Gideon en traversant à toutes jambes le parking inondé de soleil. « Papa !» Une explosion de cris retentit dans son dos. « Ne tirez pas ! Qui est ce gosse ?» Il traversa la pelouse en courant, tandis que plusieurs témoins de la scène tentaient de l'intercepter. «
Arrêtez-le, bon sang !» Il glissa sur l'herbe, tomba à genoux, se releva aussitôt, hypnotisé par la vision des deux chaussures émergeant de l'ombre du bâtiment, pointées vers le ciel, leurs semelles usées visibles de tous, l'une d'elles percée d'un trou. Un cauchemar, un simple cauchemar. Avant d'être plaqué au sol, il eut encore le temps de voir les pieds de son père s'agiter une dernière fois dans un spasme. « Papa !» hurla-t-il, le visage plongé dans l'herbe qu'il labourait de ses doigts dans l'espoir de se relever, tout le poids du monde pesant sur ses épaules. Il en était certain. Les pieds avaient bougé. Son père était vivant. Gideon allait se réveiller et tout redeviendrait comme avant. « 2. Octobre 1996. Gideon avait emprunté un vol de nuit depuis la Californie. L'avion était resté bloqué sur le tarmac de l'aéroport de Los Angeles pendant 2 heures avant de daigner décoller. À son arrivée à Washington, il avait rejoint le centre-ville en bus et pris le métro jusqu'au terminus avant d'achever sa course en taxi. Il se serait volontiers passé d'un tel périple, surtout financièrement. L'argent semblait filer à une vitesse effrayante. Quant au butin récolté lors de son dernier cambriolage, il s'était révélé plus difficile à fourguer que d'habitude. Lorsqu'il avait reçu l'appel de l'hôpital, il avait voulu croire qu'il s'agissait d'une fausse alerte de plus, d'une crise d'hystérie, d'un abus d'alcool. Mais le médecin l'avait détrompé en lui exposant froidement la vérité. Son foie ne tardera pas à la lâcher, et une greffe n'est pas envisageable du fait de ses antécédents. Vous la verrez sans doute pour la dernière fois. Elle se trouvait aux urgences, les traits hagards, ses cheveux décolorés étalés sur l'oreiller, leur blancheur faisant ressortir le noir des racines. Une âme charitable s'était évertuée à lui appliquer du fard à paupières. Autant repeindre les volets d'une maison hantée. Un ronflement rauque s'échappait des tuyaux qui lui sortaient des narines, et les bips des appareils auxquels elle était reliée troublaient discrètement le silence de la pièce. Une vague de pitié teintée de culpabilité s'empara de Gideon. Emporté par le tourbillon de sa propre existence, il avait négligé de s'occuper d'elle. Mais chaque fois qu'il avait tenté de l'aider par le passé, elle s'était enivrée et leur discussion avait tourné en dispute. Une fin de vie injuste, terriblement injuste. Il prit sa main, chercha les mots justes sans parvenir à les trouver, et se résolut à lui demander, tout en se détestant de poser une question aussi imbécile, « Comment ça va, maman ?» Elle posa sur lui un regard morne. Le blanc de ses yeux était de couleur jaunâtre. Ses doigts osseux serrèrent faiblement les siens en tremblant, et elle trouva enfin la force de s'animer. « C'est la fin. Maman, je t'en prie, ne dis pas ça. » Elle balaya l'argument d'un geste. « Je sais que le docteur t'a parlé. J'ai une cirrhose, avec toutes les joyeusetés qui vont avec, sans parler des problèmes cardiaques et pulmonaires dus à des années de cigarettes. Je suis une épave, et je ne peux m'en prendre qu'à moi. » Gideon ne sut quoi répondre. C'était vrai, bien évidemment. Sa mère n'avait jamais mâché ses mots. Comment une femme aussi forte avait-elle pu se montrer aussi faible avec le tabac et l'alcool? « La vérité finit invariablement par nous libérer, » poursuivit-elle, « même si elle nous rend malheureux. » Son aphorisme préféré. Gideon la connaissait suffisamment pour savoir qu'un aveu pénible allait suivre. « Le moment est venu de te dire la vérité, » poursuivit-elle en respirant péniblement, « et elle ne va pas te plaire. » Il attendit qu'elle ait repris son souffle. « Il s'agit de ton père. » Ses yeux malades se fixèrent sur la porte de la chambre. « Va la fermer. » Gideon, inquiet, repoussa doucement le battant et retourna s'asseoir au chevet de sa mère, qui lui prit la main. « Golubzy. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.